Bonsoir. Merci d'être au rendez-vous pour passer en revue les principales informations de ce jour. Le Premier ministre désigné Nawaf Salam rencontre le président de la République Joseph Aoun depuis 18 heures en l'attente de la déclaration de M. Salam concernant éventuellement la formation du gouvernement. Voici les nouvelles les plus importantes de ce jour. Les violations israéliennes se poursuivent au Liban Sud. En effet, selon un responsable militaire israélien, Israël entend éliminer une multitude de sites d'armement du Hezbollah dans le secteur oriental du Liban Sud. Dans un entretien accordé au quotidien israélien Yedioth Ahronot, ce responsable a encore affirmé que les efforts de l'armée israélienne seront concentrés dans les 3 semaines à venir sur la destruction de toute infrastructure au Liban qu'elle considère comme une menace. Mobilisés pour empêcher les habitants des localités du Liban Sud de regagner leur village. D'où des agressions perpétuelles dans différents villages tels que l'arrestation de 3 citoyens de Marodiras. Sur la route reliant Taïbé à Kantara, un véhicule militaire israélien a provoqué une panique générale puisqu'il avançait en tirant en l'air. Une explosion massive a secoué la ville de Barkaba, causant d'importants dégâts. Des frappes israéliennes ont visé le village de Kfar Kila et à Bani Hayyan, une bombe sonore a été lancée lors d'une manifestation alors qu'une explosion a été entendue à proximité de la municipalité. Les forces israéliennes ont aussi largué des grenades sur un groupe de personnes rassemblées entre Sha'ara, Majd el-Salem et Houla. Pour la 3e journée consécutive, l'armée israélienne poursuit ses actions de démolition de maisons et d'infrastructures à Houla, Baïs el-Jabal et Markaba, et des barricades ont été érigées près de la zone de Mflaïha. Au-delà du Liban Sud, des drones israéliens ont survolé la capitale et sa banlieue. La nuit de mardi a été violemment marquée par 2 raids sur la ville de Nabatillé, faisant au moins 20 blessés. La radio militaire israélienne a confirmé avoir ciblé la localité, notamment des plateformes du Hezbollah, un camion et un autre véhicule appartenant au parti qui transportaient du matériel de combat dans les régions d'Al-Shaqif et de Nabatillé. Selon un rapport du ministère de la Santé publique, ces attaques ont fait 36 blessés. L'évaluation de la situation au Liban Sud et la mise en application de l'accord de cessez-le-feu, mais aussi la discussion des plans de réforme, ont été conjuguées aux promesses d'aide et de soutien au Liban lors des entretiens du président de la République Joseph Aoun, du président de la Chambre Nabih Berri et du président du Conseil désigné Nawaf Salam avec les représentants d'instances internationales. La Banque mondiale sera aux côtés du Liban pour lui permettre de se reconstruire et de progresser, a affirmé le directeur régional adjoint de la Banque mondiale pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, Ousmane Dion, au président de la République Joseph Aoun. Le président Aoun soulignait la détermination du Liban à entreprendre les réformes nécessaires annoncées dans le discours de prestation de serment et la première tâche du nouveau gouvernement est de commencer à préparer les textes nécessaires à cet effet, ajouta-t-il. Les développements sécuritaires ainsi que la mise en œuvre de la résolution 1701 à la suite de l'extension de l'accord de cessez-le-feu ont été abordés par le chef du gouvernement désigné Nawaf Salam et la coordinatrice spéciale des Nations Unies pour le Liban, Jeanine Hennes-Plasschaert. Le coordinateur résident et humanitaire des Nations Unies au Liban, Amran Riza, a discuté avec M. Salam des moyens de développer les coopérations entre les institutions des Nations Unies et l'État libanais. L'envoyé spécial américain pour le Moyen-Orient, Steve Witkoff, est arrivé en Israël dans le cadre d'une visite visant à contrôler la mise en œuvre de l'accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas. Au programme de la visite, des rencontres avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, le ministre de la Guerre Israël Katz et le ministre des Affaires stratégiques Ron Dermer, afin de discuter de la mise en application de l'accord, mais aussi une visite sur le terrain dans la bande de Gaza. M. Witkoff voulant s'assurer de la mise en œuvre réussie de la première phase de l'accord, qui ouvre la voie à la deuxième phase, qui se concentre sur le retour des otages israéliens restants.
Entre-temps, le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi a déclaré que tout déplacement forcé des Palestiniens serait une injustice à laquelle son pays ne pourrait pas participer. Il s'agit d'un refus sans équivoque à la proposition du président Donald Trump de déplacer les Ghazaouis en Jordanie et en Égypte. Le dirigeant égyptien a déclaré que les principes intangibles de son pays incluent l'établissement d'un État palestinien et la préservation de ses composantes essentielles, en particulier son peuple et son territoire. Il a ajouté que l'Égypte était déterminée à travailler avec le président Trump, qui cherche à parvenir à la paix souhaitée sur la base de la solution à deux États, israélien et palestinien. Le président américain avait avancé samedi l'idée d'envoyer les habitants de la bande de Gaza en Jordanie et en Égypte afin, selon lui, de faire le ménage dans le territoire palestinien. Sa proposition a déclenché une volée de dénonciations dans le monde arabe et en Europe. La délégation russe qui s'est rendue à Damas pour sa première visite depuis la chute récente de l'allié du Kremlin, Bachar el-Assad, a exprimé son soutien à l'intégrité territoriale, la souveraineté de la Syrie aussi, a déclaré la diplomatie russe. Lors d'une rencontre à Damas avec de hauts responsables russes, la première depuis la chute en décembre de Bachar el-Assad, les nouvelles autorités syriennes ont demandé à la Russie de corriger les erreurs du passé, alors que Moscou souhaite conserver ses deux importantes bases militaires en Syrie. Le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Mikhail Bogdanov, a indiqué avoir été reçu pendant 3 heures avec sa délégation par le nouveau dirigeant syrien Ahmad Shara et son ministre des Affaires étrangères Asad Ashibani. Les discussions ont porté sur des questions clés, notamment le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la Syrie, a indiqué la nouvelle administration syrienne dans un communiqué. La réunion avec la délégation russe a aussi porté sur la mise en place de mécanismes de transition judiciaire destinés à rendre justice aux victimes de la guerre brutale menée par le régime d'Assad. Le rétablissement des relations doit tenir compte des erreurs du passé, respecter la volonté du peuple syrien et servir ses intérêts, a averti l'administration syrienne. La Russie a été vivement critiquée pour son intervention militaire dans la guerre civile en Syrie à partir de 2015. Elle a participé à la répression des rebelles, notamment en menant des frappes aériennes violentes. Commentant la visite de la délégation russe à Damas, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a évoqué un voyage important, ajoutant qu'il était nécessaire de bâtir et de maintenir un dialogue permanent avec les autorités syriennes. Interrogé sur des informations selon lesquelles Damas aurait demandé l'extradition de Bachar el-Assad, qui s'est réfugié en Syrie avec sa famille, il s'est refusé à commenter. Le ministère russe des Affaires étrangères a noté dans un communiqué que les relations entre les deux pays traversaient une étape charnière, mais il a assuré que Moscou avait réaffirmé son soutien indéfectible à l'unité, à l'intégrité territoriale et à la souveraineté de la Syrie. Par contre, vis-à-vis d'Israël, les exigences de la Syrie sont moins conciliantes. Les nouvelles autorités syriennes ont réclamé le retrait d'Israël des territoires syriens qu'il occupe depuis la chute de Bachar el-Assad, notamment de la zone démilitarisée du Golan. Les autorités syriennes ont souligné que la Syrie est disposée à entièrement coopérer avec l'ONU, selon un communiqué publié à l'issue d'une rencontre entre le chef des Casques bleus de l'ONU, Jean-Pierre Lacroix, et les ministres syriens des Affaires étrangères Asad Ashibani et de la Défense Mourhaf Abou Qasra. Les responsables syriens ont affirmé que les nouvelles autorités étaient prêtes à se redéployer sur le Golan conformément à l'accord de 1974, à condition que les forces israéliennes se retirent immédiatement, ajoute le communiqué diffusé par l'agence de presse officielle SANA. Dès la chute du pouvoir de Bachar el-Assad, le 8 décembre dernier, Israël a envoyé des troupes dans la zone tampon démilitarisée du Golan, dans le sud-ouest de la Syrie, à la lisière de la partie de ce plateau occupé par Israël depuis la guerre de 1967 et annexé en 1981.
L'ONU considère la prise de contrôle de la zone tampon par Israël comme une violation de l'accord de désengagement de 1974. Le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, avait ordonné en décembre à son armée de se préparer à rester tout l'hiver dans la zone tampon entre Israël et la Syrie. Il a aussi affirmé que l'armée israélienne resterait au sommet du mont Hermon et dans la zone de sécurité pendant une période indéterminée pour garantir la sécurité des localités du plateau du Golan, du Nord et de tous les citoyens de l'État d'Israël. Le président russe Vladimir Poutine a déclaré que son pays pourrait organiser des pourparlers de paix avec l'Ukraine, mais il a exclu de parler directement au président Zelensky, qu'il a qualifié d'illégitime. Si le président russe Vladimir Poutine a évoqué la possibilité d'entamer des négociations avec Kiev, en l'absence du dirigeant ukrainien Volodymyr Zelensky, ce dernier a répondu que Poutine avait peur des négociations et qu'il utilisait des astuces cyniques pour prolonger le conflit qui dure depuis près de 3 ans. Le président américain Donald Trump avait fait pression sur les deux parties pour mettre fin au combat depuis son entrée en fonction le 20 janvier dernier, menaçant de durcir les sanctions contre la Russie, tout en affirmant que Zelensky était prêt à négocier un accord. Si Zelensky veut participer aux négociations, j'enverrai des personnes pour y prendre part, a déclaré Poutine, qualifiant toutefois le dirigeant ukrainien d'illégitime parce que son mandat présidentiel a expiré pendant la loi martiale. Zelensky a déclaré pour sa part qu'il existait une chance de parvenir à une paix réelle, mais que le chef du Kremlin faisait échouer les efforts visant à mettre fin au combat. Poutine a également affirmé que les combats prendraient fin en 2 mois si l'Occident cessait de soutenir Kiev. Le conflit n'a montré aucun signe de désescalade malgré la promesse de Trump d'instaurer un cessez-le-feu rapide une fois qu'il serait entré en fonction. Le ministère russe de la Défense a annoncé avoir abattu au cours d'une attaque nocturne 104 drones ukrainiens au-dessus de 9 régions, l'une des plus importantes attaques de ce type contre le territoire russe depuis le début du conflit. De son côté, l'armée de Kiev a déclaré que Moscou avait lancé aussi une attaque nocturne de drones. L'irruption du rival chinois de ChatGPT sur la scène de l'intelligence artificielle a ravivé les angoisses de la Silicon Valley et de Washington qui appellent à battre la Chine avant qu'il ne soit trop tard. L'irruption du rival chinois de ChatGPT sur la scène de l'intelligence artificielle a ravivé les angoisses de la Silicon Valley et de Washington qui appellent à battre la Chine avant qu'il ne soit trop tard. Si l'Amérique se laisse distancer par la Chine dans le domaine de l'intelligence artificielle, elle se laissera distancer partout, économiquement, militairement, scientifiquement, dans l'éducation, partout, a lancé le sénateur Chuck Schumer. La semaine dernière, la start-up chinoise DeepSeek a sorti un nouveau modèle d'intelligence artificielle générative similaire à la ChatGPT et Gemini de Google pour une fraction de coût de ceux-ci. L'adoption ultra rapide de DeepSeek a suscité l'étonnement, l'admiration, la chute d'actions à Wall Street et de nombreuses mises en garde. Depuis des années, le gouvernement américain multiplie les mesures pour préserver son avance dans l'intelligence artificielle, considérée comme un enjeu de sécurité nationale, puisque de nombreux élus et de figures de la technologie associent les technologies chinoises à la désinformation et à l'espionnage. Cette nouvelle va décevoir beaucoup d'accros aux vitamines et autres boosters d'immunité. Si sur les réseaux sociaux, dans des publicités ou même en pharmacie, des dizaines de produits proposent de booster son immunité face à la période hivernale et ses maladies, notamment la grippe, cette promesse marketing n'a souvent rien de scientifique. Il s'agirait en fait d'un mythe tenace selon certains virologues. Ce n'est que du marketing, ça ne veut pas dire grand-chose, vous disent-ils. Et si les bénéfices face au virus sont souvent nuls, les risques ne le sont pas, alertent les professionnels. Pour bien fonctionner, notre système immunitaire a besoin d'un cocktail de nutriments, vitamines et minéraux, mais ces apports sont en général assurés par l'alimentation. Contrairement aux idées reçues, il n'existe pas de potion magique pour rendre plus efficace notre système immunitaire.
outre le fait que les produits vendus sur Internet ne sont pas bien contrôlés. Aujourd'hui, des millions de personnes à travers le monde célèbrent le Nouvel An lunaire chinois, marquant l'entrée dans l'année du serpent de bois, un événement incontournable, profondément ancré dans la culture chinoise, qui symbolise un moment de renouveau, de tradition et d'espoir pour l'année à venir. Aujourd'hui, des millions de personnes à travers le monde célèbrent le Nouvel An lunaire chinois, marquant l'entrée dans l'année du serpent de bois, un événement incontournable, profondément ancré dans la culture chinoise, qui symbolise un moment de renouveau, de tradition et d'espoir pour l'année à venir. Le Nouvel An lunaire, également appelé Fête du printemps, est la plus grande célébration du calendrier chinois. En Chine et dans de nombreuses communautés asiatiques, il marque le début d'une nouvelle année selon le calendrier lunaire et donne lieu à des festivités spectaculaires. Chaque année, un signe du zodiaque chinois est mis à l'honneur. En 2025, c'est le serpent de bois, symbole de sagesse, d'intelligence et de transformation, qui guidera les énergies de l'année à venir. Dans les rues, des spectacles grandioses animent les festivités. Les danses du dragon et du lion, accompagnées de tambours et de pétards, visent à chasser les mauvais esprits et à accueillir la nouvelle année sous les meilleurs auspices. À la nuit tombée, les feux d'artifice illuminent le ciel, symbolisant la joie et le renouveau. Les célébrations s'étendent sur 15 jours, rythmés par des repas en famille, des spectacles traditionnels et des rituels porte-bonheur. Parmi les traditions les plus appréciées, on retrouve l'échange des enveloppes rouges appelées Hongbao, remplies d'argent pour porter chance et prospérité aux plus jeunes. Selon l'astrologie chinoise, le serpent de bois est un signe de réflexion, de stratégie et de renouveau. Les experts prédisent une année propice aux grands changements et aux prises de décisions importantes. Le serpent incarne aussi la patience et la persévérance, des qualités essentielles pour relever les défis à venir. Et en chinois, Xin Nian Kwa Le, à tous. Et cette fois en français, bonne année lunaire à tous. Sur ce, nous terminons ce journal. Merci pour votre attention. À bientôt.